Aujourd'hui, quand on regarde du catch, c'est pas rare de voir des matchs de l'échelle. Et d'ailleurs, c'est l'une des stipulations favorites des fans, qui en plus était à l'origine du légendaire TLC, qui lui nous a offert certains des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania et même de l'histoire de la WWE en général. Mais pour devenir aujourd'hui un match historique, le match de l'échelle, il a bien dû commencer quelque part. Et si contrairement au match de la chaise ou de l'escalier, le ladder match il est devenu aussi populaire, c'est parce que dès sa création, la WWF a fait des choses en grand et nous a offert des affrontements excellents. Justement, aujourd'hui, on revient sur le tout premier match de l'échelle à WrestleMania, l'un des plus populaires à ce jour, dont on voit encore régulièrement des images aujourd'hui. On va avoir l'occasion de parler de Shawn Michaels contre Razor Ramon, puisqu'il est l'heure de revenir sur un show historique, WrestleMania 10. Pour la première fois, WrestleMania se déroule en direct du Madison Square Garden, la mythique salle de New York, et on voit vraiment un immense changement de présentation par rapport à l'année précédente. On sent qu'on a clairement un passage à une nouvelle ère, comme j'en ai parlé plusieurs fois, avec Vince McMahon qui ouvre le show et qui devient officiellement commentateur pour la première fois à WrestleMania, aux côtés de Jerry the King Lawler, un duo qui va d'ailleurs occuper les commentaires pendant plusieurs années, et même au-delà de ça, on voit que la présentation globale de ce WrestleMania est bien différente des précédents, et on sent que le show est devenu une attraction majeure. Justement, pour commencer tout ça de la meilleure des manières, la WWF ouvre la soirée avec l'un des matchs les plus attendus, l'affrontement entre deux frères qui sont en plus en rivalité depuis un petit moment, le match entre Bret et Owen Hart. Alors, cette histoire elle remonte au Survivor Series où les premières dissensions elles sont apparues entre les deux frères, mais elle explose pour de bon lors du Royal Rumble quand Owen trahit pour de bon son frère et le défie pour un match dans lequel il veut lui montrer qu'il est un meilleur catcheur que lui. Bon, Bret lui à la base il veut pas trop affronter son frère, mais il a pas vraiment le choix, et il débarque donc à WrestleMania sous l'ovation des fans pour son premier match, parce que le Hitman sera de retour plus tard dans la soirée dans le main event pour affronter le champion de la WWF, mais ça on en reparlera plus tard. Pour l'heure c'est le moment de lancer le tant attendu affrontement, et vous allez voir qu'il va être largement à la hauteur des attentes. On a d'entrée de jeu du catch très propre avec une maîtrise parfaite des prises et surtout un côté heel de Owen Hart que j'ai beaucoup aimé parce qu'entre quelques prises classiques de lutte, il envoie des coups moins réglementaires comme des claques, des tirages de cheveux ou encore des coups de pied au visage. En fait, j'ai énormément apprécié la construction de ce match parce que Owen veut désespérément montrer qu'il est meilleur catcheur que son frère, mais il ne peut pas s'empêcher d'envoyer des coups bas parce qu'au fond de lui, il sait que c'est aussi l'un des seuls moyens qu'il a de gagner. On a un rythme très cool avec des grosses phases d'action et Owen qui essaye à tout prix de blesser son frère pour aussi l'empêcher de participer au main event et éventuellement le remplacer. On a un match très disputé avec des contres et des tombées qui passent très proches de 3 et qui sont très cool à voir, des combinaisons formidables avec notamment un pile driver de Owen Hart qui m'impressionnera toujours autant. Bref, vous l'aurez compris, c'est du très lourd pour commencer la soirée et je vous conseille ce match. Finalement, Bret Hart il voudra sauter sur son frère à l'extérieur, mais en référence à leur match par équipe au Royal Rumble, il va se blesser au genou, ce qui profite bien sûr à Owen Hart, qui va enchaîner avec des figure 4 leg lock pour nous donner des moments vraiment très cool. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la base, moi je m'attendais à avoir un match très classique avec la domination du méchant frère tricheur, puis à la fin, le gentil frère qui revient grâce à sa détermination. Mais en final, pas du tout. À la fin du match, Owen il envoie une triche ultime avec un low blow que l'arbitre ne voit évidemment pas. Il tente de gagner avec un sharpshooter mais il ne parvient pas à faire abandonner son frère et finalement il profite d'une tentative de roll-up de celui-ci pour le bloquer au sol pour le compte de 3. Et à la surprise générale, Owen Hart bat son frère Bret dans le match d'ouverture de WrestleMania 10. Comme je l'ai dit, c'est un moyen juste parfait pour débuter cette soirée et on entre finalement dans la tradition des gros matchs pour ouvrir WrestleMania. Owen et Bret ils jouent leur rôle à merveille, le match est trop bien et l'histoire est magnifiquement racontée avec Owen Hart qui vient à bout de son frère et qui peut se vanter d'être meilleur que lui alors qu'on a tous vu que la victoire était controversée. Bref, le résultat n'enlève absolument rien à Bret qui en plus catch dans le main event, mais par contre ça met Owen Hart en avant, pour moi c'est juste parfait. Bon, vous vous en doutez, puisqu'on a eu un immense opener et qu'on a encore pas mal de matchs sur la carte, il va être l'heure de faire un petit peu redescendre le public avec un match de transition. Pour ça on accueille Bam Bam Bigelow avec Luna Vachon qui affronte Doink et Dink dans un match mixte, et croyez-le ou non, depuis l'an dernier, Doink il est devenu face. Non vraiment je rigole pas, ce clown qui a certainement traumatisé plus d'un gosse à l'époque, il est maintenant applaudi et il s'apprête à catcher dans le match le plus bizarre de WrestleMania, parce que comme je l'ai dit, c'est un match mixte mais il est très particulier. Parce que oui, normalement le principe des matchs mixtes c'est d'avoir un homme et une femme contre un homme et une femme. Et là, vous l'aurez compris, Dink, contrairement à Luna Vachon, c'est pas une femme, c'est juste un catcheur de petite taille. D'ailleurs, en me renseignant un petit peu sur le personnage, je me suis rendu compte qu'il était québécois, donc c'est très cool, j'en profite pour saluer tous les Québécois qui me suivent. Et franchement, en finale, le match il est pas si horrible que ça. Alors non, c'est pas bien, je me suis pas régalé en regardant le match, mais en soi c'est très classique pour du match comique. Et on a quand même quelques belles prises, avec notamment Bam Bam qui peut montrer son talent athlétique hors du commun avec son gabarit, c'est hyper impressionnant. Et finalement, il donne la victoire à son équipe assez facilement avec un diving headbutt. Du coup, c'est pas forcément un match que je vous conseille sur la carte, parce que c'est rien d'incroyable, mais placé en deuxième match après un gros opener, je pense que ça fait largement le travail. Et le seul truc vraiment négatif de ce match pour moi, c'est le petit segment d'après-match qui est censé faire marrer les gens et mettre en avant Doink et Dink, mais du coup, ça ridiculise un peu Bam Bam et ça fait un peu chier. Mais globalement, ça fait plaisir au public, donc honnêtement, c'est quand même plutôt sympa. On va donc pouvoir passer au match suivant, qui est un match à stipulation, le premier de la soirée, puisque c'est un Falls Count Anywhere entre le macho man Randy Savage et Crush.
Alors, croyez-le ou pas, hein, oui, WrestleMania 10 en 1994, c'est le tout premier WrestleMania dans lequel on a un Falls Count Anywhere. Et franchement, en voyant ça sur la carte, moi j'étais ultra content, parce que comme le ladder match, on sait aujourd'hui à quoi ça correspond, le Falls Count Anywhere, c'est souvent des matchs assez violents où ça part se battre dans le public, et donc moi j'attendais ça avec impatience. Et d'ailleurs, justement, ça part directement en bagarre, parce que Savage, lui, il a pas envie d'attendre son adversaire, hein, donc il l'attaque directement, mais malheureusement, il se fait directement calmer par Crush qui l'écrase au sol, le couvre, et gagne le match. Attendez, il y a bien eu tombé à l'extérieur, là, c'est un Falls Count Anywhere, il y a eu 3, le match il est fini, non? Eh ben non, parce que je vous l'ai pas dit depuis le début pour que vous ayez la même réaction que moi quand j'ai regardé le match, parce que visiblement j'ai pas écouté les commentateurs, mais à l'époque, le Falls Count Anywhere, il n'a absolument rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. Si de nos jours, cette stipulation, elle permet aux catcheurs de s'affronter dans un match sans disqualification dans lequel ils peuvent couvrir leur adversaire partout dans l'arène, à l'époque, c'est très différent. En fait, les catcheurs, ils étaient obligés de faire le tomber hors du ring, contrairement à aujourd'hui où c'est juste une possibilité, mais surtout, une fois que le compte de 3 a été fait, le match, il est pas terminé. Celui qui a subi le tombé, il doit alors remonter dans le ring pour sauver son match, et s'il n'y arrive pas avant le décompte de 60 secondes, là cette fois-ci, il perd vraiment l'affrontement. Donc oui, vous vous en doutez, le match il se termine pas comme ça, hein. Savage il revient rapidement dans le ring et le match peut reprendre, et justement, le Macho Man il reprend le dessus en envoyant sa descente du coude pour aller couvrir Crush à l'extérieur et tenter à son tour de remporter le match. Finalement, ces deux moments en début de match, ils servent surtout à expliquer les règles un peu plus clairement pour le public, hein, parce que Crush il revient à son tour grâce à Mr. Fuji, mais on va pas se mentir, ils ont bien fait de modifier les règles pour devenir celles qu'elles sont aujourd'hui. Non, parce que vous allez voir, quand réellement le match prend fin, bah forcément l'attente elle est un peu longue. Et si déjà les comptes de 10 dans les last man standing ça peut parfois rendre la fin d'un match un petit peu décevante, un compte de 60 vous l'imaginez bien, bah c'est largement pire. Après ça le match il va enfin reprendre correctement et je vais pas vous mentir, on va pas avoir du grand catch, hein, on a un rythme plutôt lent jusqu'à ce que les deux hommes partent se battre dans les vestiaires et que finalement Randy Savage réussisse à faire le tomber sur son adversaire avant de l'attacher par les pieds pour remporter le match après un compte de 60 secondes. Alors en soi le match il est pas horrible même si j'ai pas énormément apprécié ce qui se passait dans le ring et que finalement c'est plutôt court, mais par contre j'ai beaucoup aimé la fin parce que même si le compte de 60 il est effectivement assez long, c'est quand même cool d'avoir ce côté intelligent de Macho Man qui décide d'attacher les jambes de Crush pour gagner le match. Mais bon, au-delà de ça, je suis quand même content de voir un match à stipulation à WrestleMania, même si effectivement les règles du Falls Count Anywhere à l'époque elles sont un peu bancales, mais ça fait plaisir parce qu'on sent quand même la volonté de transformer la formule de WrestleMania avec des matchs à stipulation, et ça pour le coup c'est plutôt cool. D'ailleurs tant que j'y suis à parler de trucs cool, il y a déjà ma chaîne Twitch, hein, le lien est dans la description, allez voir ça, mais il y a surtout le WrestleMania Access qui fait ses débuts à l'époque. Enfin, en tout cas j'ai l'impression que c'est la première année où on insiste vraiment dessus dans un clip si je me trompe pas, et ça fait aussi plaisir de voir le début de ce genre de concept qui aujourd'hui font l'essence même de WrestleMania. Mais bon allez, on va quand même enchaîner sur la suite du show puisqu'on a un match entre Leila Nikai et Alundra Blaze pour le titre de championne WWF qui même s'il est plutôt court est étonnamment très bon. Non vraiment, déjà Blaze elle fait une entrée absolument folle avec une présentation ultra propre, mais en plus le match en lui-même il est très qualitatif même s'il est très court, et par rapport à tout ce qu'on a vu dans les WrestleMania précédents, à mes yeux c'est clairement le meilleur match féminin à WrestleMania. L'action elle est plutôt rapide et Alundra Blaze elle a beaucoup de talent, donc même si le match il dure moins de 5 minutes, on passe quand même un bon moment, et la victoire de Blaze lui permet de continuer son ascension, donc franchement c'est assez cool. Pour continuer le show après ça, on va enchaîner avec un nouveau match pour des titres, cette fois-ci pour les titres par équipe, qui sont défendus par les Quebecers contre les Men on a Mission, et qui est malheureusement l'un des matchs que j'ai le moins apprécié dans cette soirée. Alors, sur le papier, c'est évidemment mieux que le match de Doink et Dink, hein, mais je trouve qu'en plus de ne pas être terrible dans le ring, le match il accomplit pas grand chose au final. Les Quebecers, ils vont bien sûr dominer le début du match avec de la triche, hein, sur des adversaires qui sont sur le papier largement meilleurs qu'eux, avec notamment Mabel, hein, que je découvre parce que je connaissais que son personnage de King, puis de Viscera et enfin de Big Daddy V, et qui a d'ailleurs à l'époque une agilité ultra impressionnante, surtout pour son poids. Mais bon, mis à part les quelques offenses de Mabel qui sont cool et les combinaisons en équipe des Quebecers qui réussissent à faire quelques belles choses dans le match, l'affrontement n'est malheureusement pas incroyable et il se finit en plus avec un décompte à l'extérieur, puisque Johnny Polo, le manager des champions, les emmène hors du ring pour fuir et conserver les ceintures, une stratégie qui pour moi était beaucoup trop utilisée à l'époque. En fait, dans les gros matchs où il y avait des gros faces dominants qui étaient contre des heels beaucoup plus faibles, ils avaient toujours peur de donner une victoire par tombée ou soumission aux heels, et on se retrouvait alors trop souvent avec des disqualifications ou des décomptes à l'extérieur, ce que je trouve malheureusement assez dommage. Tant pis, on sait que heureusement cette tradition elle va s'arrêter avec les WrestleMania suivants, et on va donc pouvoir continuer la soirée, qui est d'ailleurs agrémentée tout au long de petits segments pour nous rappeler ce qui s'est passé dans les WrestleMania précédents, chose que personnellement j'ai énormément apprécié parce que ça m'a permis de revivre des moments qu'on a vécu ensemble sur cette chaîne, et on peut donc après ça enchaîner avec le premier match pour le titre mondial. Parce que oui, si WrestleMania 10 est très cool et que c'est en particulier grâce à son opener et au match de l'échelle, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des trucs un peu bizarres sur la carte. Et en l'occurrence, si Bret Hart affronte son frère en opener et qu'il va challenger le champion du monde dans le main event, bah le champion lui aussi
aussi, il défend sa ceinture pour avoir au total 2 matchs. Alors, sur le papier, je suis pas contre, hein, et c'était parfaitement justifié par la storyline dans laquelle Bret et Lex étaient co-vainqueurs du Royal Rumble, mais j'avoue que j'aurais peut-être préféré un triple menace. Bon, il faut dire que cette stipulation à l'époque elle est extrêmement rare, hein, et que le premier match à 3 de l'époque de la WWF il aura lieu en 1997, et WrestleMania de son côté devra atteindre son 20e anniversaire pour avoir son premier main event en triple threat, mais je pense que ça aurait été quand même une bonne occasion de marquer l'histoire plutôt que de faire 2 matchs qui, vous allez le voir, sont plutôt moyens. Et justement, ce premier match entre Yokozuna et Lex Luger, bah il est même plutôt mauvais pour être honnête. Luger il a certes une belle ovation et une présentation très cool, hein, d'autant qu'à l'époque il est vu comme le remplaçant de Hulk Hogan, mais à part ça, il y a rien d'exceptionnel. Bon, si en vrai, il y a un truc assez important quand même, parce que Mr. Perfect il est annoncé comme arbitre spécial du match, il va donc bien sûr avoir un rôle important à jouer, mais le match lui, il est loin d'être intéressant. On a une domination très lente de Yokozuna comme à son habitude, qui même si elle est logique, n'est pas très divertissante, et Luger n'arrive jamais à revenir dans le match parce qu'il se retrouve en permanence coincé dans la terrible prise du trapèze de Yokozuna, qui tue totalement le rythme du match et qui personnellement m'a complètement sorti de l'affrontement. D'ailleurs, je sais pas si j'ai halluciné, et dites-moi si vous regardez le match, si vous l'entendez aussi, mais j'ai eu l'impression d'entendre des chants boring au milieu du match. Et en soi, ça m'étonne pas, parce que bah déjà, le match est effectivement assez ennuyant, mais en plus, faut pas oublier qu'on est au Madison Square Garden à New York, et là-bas, le public, il est généralement assez bruyant et vocal, surtout quand il y a des trucs qu'il aime pas. Mais bon, finalement, après ça, on aura quand même le droit à une petite séquence de Luger, où il réussit à revenir grâce au coin exposé du ring, et où il choque tout le monde en plaçant un enfourchement au géant, qui là, pour le coup, est vraiment cool, avant d'enchaîner avec son bras à la volée, mais justement, alors qu'il s'apprête à couvrir le champion pour la victoire, Jim Cornette et Mr. Fuji entrent dans le ring, ce qui force Luger à s'occuper des managers de Yokozuna. Logiquement, il met très facilement les 2 KO et du coup il repart pour faire le tomber, mais comme on s'en doutait, l'arbitre spécial Mr. Perfect joue un rôle très important dans le résultat, puisqu'il refuse de compter et il va donc s'embrouiller avec le challenger avant de le disqualifier pour avoir porté la main sur un officiel, ce qui permet alors à Yokozuna de conserver son titre. Bon, soyons honnêtes, c'est pas bien du tout. Autant le match que le résultat, hein, parce qu'encore une fois, ça accomplit pas grand chose, si ce n'est le lancement d'une rivalité entre Luger et Mr. Perfect qui, spoiler, n'ira absolument nulle part. Et pour un match de championnat, je dois avouer que c'est très décevant. Cette décision, elle va d'ailleurs lancer les premiers chants bullshit du public, et là je vous jure que je les ai vraiment entendus, et ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le public de New York, il va pas hésiter à gueuler quand ça leur va pas. Mais bon, ça vous inquiétez pas, on aura le temps d'en parler en temps voulu, pour l'instant on a un WrestleMania à finir, et après un match squash de Earthquake, hein, c'est-à-dire un match très rapide qui sert juste à mettre un catcheur en avant, on peut passer à l'un des matchs les plus attendus de cette soirée. C'est donc l'heure du match pour le titre intercontinental entre Shawn Michaels et Razor Ramon qui va couronner le vrai champion dans un match de l'échelle que je vous conseille absolument d'aller voir sans hésiter une seule seconde. L'histoire elle est hyper simple, hein, mais encore une fois ça montre qu'il n'y a pas besoin de faire du ultra compliqué pour faire de la qualité. Shawn Michaels s'est tout simplement fait retirer le titre car il le défendait pas assez, Razor Ramon de son côté il l'a remporté en gagnant une Battle Royale, mais comme Shawn Michaels se considère malgré tout ça comme le vrai champion, et bien on met les deux hommes dans un match de l'échelle où ils doivent décrocher les 2 ceintures pour couronner le seul et vrai champion. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous répéter ce que je vous ai dit toutes les années précédentes, hein. Shawn Michaels il est incroyable, sa présentation elle est absolument folle, et vous allez voir que c'est la dernière fois qu'on le voit combattre pour un titre de milieu de carte à WrestleMania, parce qu'il est vraiment en train de devenir un main eventer à plein temps. Razor Ramon rejoint son adversaire dans le ring, et c'est parti pour le 2e ladder match de l'histoire et le premier à WrestleMania, qui vous allez le voir est tout bonnement historique. Pour commencer, les deux hommes se contentent d'un catch plutôt classique, hein, et l'échelle ne sera mise dans le ring que longtemps après, mais déjà on voit que le talent de Razor Ramon et Shawn Michaels nous promet un immense affrontement. Pour enflammer un petit peu les choses, Diesel va se faire exclure du ring après avoir attaqué Razor Ramon, et le match va alors pouvoir réellement se dérouler en 1 contre 1 pour nous offrir l'un des plus grands classiques de WrestleMania. La violence va commencer à partir de là, hein, parce que Michaels il va envoyer Razor Ramon sur le béton à l'extérieur, et il va enchaîner avec un dropkick sur l'échelle pour sonner son adversaire, et c'est alors que l'échelle va pouvoir faire son entrée dans le ring pour la première fois à WrestleMania, avec HBK qui s'en sert pour détruire Razor Ramon de manière ultra violente et très impressionnante. Ce qui m'a aussi régalé d'ailleurs dans ce match, c'est que c'est vraiment de l'action non-stop. Là, tout ce que je vous dis, c'est quasiment exactement tout ce qui s'est passé dans le match. Il y a absolument aucune pause, ou en tout cas vraiment très peu. Et donc, après avoir envoyé un coup de pied au visage de Razor Ramon pour le faire chuter, Michaels il va envoyer une descente du coude avant de placer l'échelle proche du coin pour nous offrir son premier WrestleMania moment. Vous l'aurez compris, c'est le moment où HBK grimpe en haut d'une échelle et envoie un splash sur Razor Ramon sous l'explosion des fans. Malheureusement, cet assaut, aussi important historiquement soit-il, il permet pas à Shawn Michaels de repartir avec les titres, parce que Razor Ramon va le pousser du haut de l'échelle pour lui faire subir une immense chute, et les deux hommes vont alors finir KO au sol après un nouvel échange qui permet enfin au public de respirer, mais surtout d'augmenter le suspense du match. Parce que oui, en vérité, à ce moment-là, c'est hyper dur de dire qui va gagner. Jusqu'à présent, on a eu une grosse domination de Michaels, mais Razor Ramon, il reprend le contrôle en envoyant Michaels violemment dans l'échelle et à l'extérieur, avant de chasser son adversaire autour du ring et de l'envoyer une fois de plus sur l'échelle pour le punir au centre du ring. Et pourtant, il va quand même revenir une dernière fois et se jeter du haut de la 3e corde vers l'échelle pour faire chuter son adversaire, pour mener à cette scène excellente dans laquelle les deux rivaux se retrouvent au sommet de l'échelle, ce qui permet à Razor Ramon d'envoyer Michaels au sol, mais aussi de causer sa propre chute. Cette petite perte de temps, justement, elle permet à Michaels d'envoyer
un dropkick sur l'échelle pour remettre la balle au centre avant de repartir sur du catch classique grâce à un énorme super kick au milieu du ring. Et franchement, c'est absolument dingue de se dire que ce match est aussi bon alors que c'est juste deux mecs et une échelle dans le ring. D'ailleurs, le suspense il va durer jusqu'au bout, parce qu'alors que Michaels est sur le point de décrocher les titres, Razor Ramon fait tomber son adversaire sur les cordes et le Heartbreak Kid se retrouve avec le pied coincé dans la troisième corde alors que Razor Ramon grimpe une dernière fois au sommet de l'échelle pour cette fois-ci décrocher les titres et devenir champion indisputé. Franchement, ce match il est bon de bout en bout et je veux dire même cette fin il y a un suspense immense parce qu'on voit vraiment que Michaels il essaye de se défaire des cordes et il y a un moment où on se dit putain il va y arriver et il va encore sauver le match. Bref, vous l'aurez compris, ce match je l'adore, pour moi c'est le meilleur de la soirée même si le Owen Brett est très cool et honnêtement si vous n'avez le temps de regarder qu'un seul match sur ce show, je pense que c'est vraiment celui-là qu'il faut aller voir parce que même s'il est assez long avec une durée de près de 20 minutes, on n'a pas une seconde pour s'ennuyer et c'est un immense classique. Mais allez, on a bien profité de ce match de folie qui est à mes yeux le meilleur de la soirée. Maintenant c'est l'heure du main event et pour la première fois, je vous garantis, là c'est promis, il n'y aura pas de Hulk Hogan. Non vraiment, puis cette année je risque pas de vous douiller, il est parti à la WCW, donc je vous jure qu'il sera pas là et le main event il va pouvoir se dérouler comme prévu entre Bret Hart et Yokozuna. Justement, pour nous teaser le match, on a un très beau clip de Bret Hart qui nous retrace toute sa carrière, depuis son enfance jusqu'à sa place dans le main event, en passant par ses accomplissements en solo et en équipe. Bref, on voit globalement l'ascension d'un homme qui a pourtant eu de nombreuses embûches sur sa route, notamment l'un des plus importants, son adversaire du soir, Yokozuna. On nous présente du coup aussi le champion de la WWE qui écrase hyper facilement ses adversaires, bon, sauf Hulk Hogan bien sûr, et il est l'heure du main event tant attendu, le premier vrai main event de WrestleMania pour Bret Hart, son match contre Yokozuna pour le titre de champion de la WWF. Cette fois-ci, il s'avance au ring en tant que challenger et les deux hommes ont déjà catché dans la soirée, donc on imagine que le match ne sera pas bien long, mais rien que pour la consécration de Bret Hart, ça vaut totalement le coup de le regarder. Mais c'est pas tout, parce que avant même que le match commence, on a encore un nouveau gros moment avec le retour de Roddy Piper, lui aussi en tant qu'arbitre spécial, et franchement, rien que pour ce moment-là, WrestleMania 10 a une place spéciale à mes yeux. Le champion et le challenger font leur entrée à leur tour, et ça part directement en bagarre avec Yokozuna qui s'en prend à un Bret Hart blessé dès les premières secondes du match. Évidemment, on va entrer dans un classique match de big men contre underdog, avec Yokozuna qui domine les premières minutes du match, qui calme tous les retours de Bret Hart, ce qui nous rappelle d'ailleurs clairement leur match de l'année précédente, on va pas se mentir, et du coup, en soi, le match il est pas génial. C'est pas nul encore une fois, mais c'est assez proche de ce qu'ils ont fait l'an passé à WrestleMania 9, à la différence que cette année Yokozuna il a pas un mais deux associés et que l'arbitre c'est pas un simple arbitre de la WWF mais c'est Roddy Piper. Du coup c'est quand même cool parce que quand Jim Cornette il tire Piper hors du ring pour l'empêcher de faire le tomber, juste il perd pas de temps et il se mange une droite, et même si après ça Yokozuna il reprend le dessus et qu'il envoie sa descente de la cuisse pour détruire son challenger, on sait qu'on est au moins débarrassé d'un de ses deux associés. Mais bon, au final, vous allez voir que la présence de Fuji et Cornette à l'extérieur, elle sera pas de grande utilité parce que Yokozuna, il arrive à conserver le dessus sans aucune aide extérieure, et il réussit même à revenir après un petit segment de retour de Bret Hart qui est bien sûr ovationné par la foule. Mais si jusqu'à présent le match est correct sans être exceptionnel, vous allez voir que la fin, elle laisse un peu à désirer. Yokozuna il prépare son banzai drop et Bret Hart il est absolument immobile à ses pieds, donc il n'y a aucun moyen qu'il s'en sorte. Mais sans raison apparente, le champion se met à trembler sur les cordes et il chute sur le ring pendant que Bret Hart esquive, ce qui permet au challenger de lui river les épaules pour un compte de 3 ultra surprenant. Et c'est sur cette fin vraiment bizarre qu'on a la première consécration de Bret Hart dans un main event de WrestleMania. Alors j'ai pas réussi à trouver d'infos fiables pour savoir si Piper devait avoir quelque chose à faire avec la fin du match ou si Bret devait choper la corde, mais je dois avouer que voir Bret Hart battre Yokozuna juste parce qu'il est tombé d'un coin, un petit peu comme un con, c'est assez douteux. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette décision a été prise et le Hitman atteint enfin les sommets de la WWF dans un moment juste magnifique, où il célèbre dans le ring avec tous les faces du roster sous une immense ovation, et rien que pour ça, ce main event fait quand même plaisir. Malgré tout, on retient clairement pas ce match comme le plus important de la soirée, même si le moment de Bret est très cool, parce que Michaels et Razor Ramon, ils ont vraiment volé le show avec leur ladder match, mais vous allez voir qu'on aura l'occasion de parler de ces deux-là très bientôt avec les WrestleMania suivants. WrestleMania 10, c'était à mon sens l'un des meilleurs WrestleMania depuis la création du show, avec une durée très raisonnable et ultra digeste, des matchs cool et qui avaient tous des storylines, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ou en tout cas l'intention d'en lancer des nouvelles, des rappels des WrestleMania précédents pour célébrer les 10 ans de l'événement, et une fin en apothéose avec le gros match de l'échelle puis la consécration de Bret Hart, et ça fait vraiment plaisir d'enfin pouvoir apprécier ces shows historiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé de WrestleMania 10 en général. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait, de me rejoindre sur tous mes réseaux, notamment sur ma chaîne Twitch, et de vous régaler des boissons au lit avec mon lien affilié et mes codes promo. Et sur ce, je vous dis c'était Monsieur Hawking et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.